Alors bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez sur nos écrans, bonjour à vous, Monsieur le ministre Bruno Le Maire. Je ne vous présente pas évidemment, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Je donne tout votre intitulé parce que je sais que chaque mot compte et que vous y tenez. Je commence d'abord par les petits détails techniques. Je vous rappelle que cet événement est retransmis en direct sur notre site internet, sur le site internet de notre événement, l'application Swapcard, Facebook et Twitter. N'hésitez pas donc à nous poser des questions. Je vous signale, Monsieur le ministre, qu'on en a reçu beaucoup. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir aborder tous les sujets. Mais en tout cas, il y a une certaine impatience. Ce n'est pas la première fois que vous répondez à une interview de Politico. C'est en revanche la première fois que vous répondez à une question à une interview de Playbook Paris, pour une raison simple, c'est que c'est la toute première. Donc, je vous remercie encore plus d'avoir accepté. J'en profite pour faire encore un petit peu de pub. Ceux qui ne se sont pas inscrits, profitez-en. C'est toujours gratuit, ce le sera toujours. Si vous voulez recevoir un condensé d'actualité politique et surtout de coulisses de la vie politique chaque matin dans votre boîte mail à 7 h, n'hésitez pas à le faire. Il y a toujours un petit peu d'humour aussi dans cette lettre. En tout cas, on essaye de le faire pour que ce soit agréable tous les matins. Alors, je vous le disais, on a beaucoup de questions. Vous pouvez encore en poser sous le hashtag Playbook Paris. N'hésitez pas, on va essayer de suivre en même temps qu'on s'entretient avec le ministre. Dernière chose, cet entretien va être mené en français, comme vous avez pu le remarquer, mais il y aura aussi une traduction simultanée en anglais. Si vous préférez la langue de Shakespeare, je vous invite à cliquer sur l'icône écouteur en bas à droite de votre écran sur notre site, si tout se passe bien. Voilà, on passe au sujet d'actualité. Monsieur le maire, le premier sujet qui vous concerne, puisque vous avez fait des annonces ce matin, on va commencer par ça, ça sera plus simple. Vous avez parlé de prêts participatifs, vous avez fait des annonces en la matière. Alors moi, j'ai découvert de quoi il s'agissait, pour être tout à fait honnête. Ces annonces, elles étaient très attendues, elles ont pris du temps, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi. Alors, c'est en fait, vous allez me dire si je me trompe, une nouvelle étape dans l'accompagnement des entreprises dans la crise, après les prêts garantis par l'État, que tout le monde connaît bien maintenant, qui ont permis d'arroser un petit peu tout le monde. Ces prêts-là vont être distribués via les banques jusqu'à 10, 15, 20 milliards d'euros, si j'ai bien compris, à des entreprises plutôt de taille intermédiaire, celles qui, entre guillemets, mériteront d'être sauvées après la crise. Elles méritent toutes d'être sauvées, mais vous avez raison, c'est un point de bascule dans la crise. Pendant 16 mois, nous avons protégé l'économie française. Et le maître mot, celui que nous avons voulu avec le président de la République, c'est protéger les entreprises, protéger les salariés, quoi qu'il en coûte. Et il y a certains secteurs qui vont encore avoir besoin de protection. C'est le cas des restaurants, des bars, des hôtels, des cafés, de tout le sport et de tout l'événementiel. Le maître mot de 2021, ça doit être l'investissement. Et on doit basculer progressivement de la protection de l'économie à l'investissement dans l'économie. Et pour ça, les entreprises, elles ont besoin d'argent. Et ces prêts participatifs, ça fait près de 6 mois que nous y travaillons avec la Commission européenne, parce qu'évidemment, ça pourrait être considéré comme une aide d'État, donc il faut l'accord de la Commission européenne. On a négocié les modalités. C'est ça qui a pris du temps ? C'est ça qui a pris du temps, c'est de trouver les modalités, quelle durée, quel taux, quelle modalité de remboursement. Donc tout ça prend un peu de temps à négocier. L'accord, nous l'avons eu hier avec Margrethe Vestager, la commissaire européenne en charge de cette question. Le montant que nous visons, c'est 20 milliards d'euros, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Les entreprises cibles, c'est d'abord les PME, au-dessus de 2 millions d'euros, mais les PME importants, partout sur le territoire. Et les modalités, c'est soit un prêt participatif, soit une obligation relance. La différence entre les deux, c'est que le prêt participatif, vous commencez à rembourser au bout de 4 ans sur 8 ans, et les obligations, vous ne remboursez qu'à la fin des 8 années. Mais vous voyez, 8 ans, ça donne le temps nécessaire et la visibilité nécessaire à une entreprise, une PME qui est dans l'agroalimentaire ou qui est dans le bâtiment, de se dire, tiens, je vais faire une nouvelle ligne de production, je vais investir, et j'ai 8 années devant moi, un taux particulièrement intéressant pour investir. Il faut relancer. Et pour relancer, il faut investir. Et comment on s'assure qu'on ne va pas subventionner indirectement des entreprises zombies, comme on dit ? Parce que la sélection sera faite par les sociétés d'investissement et notamment par les banques. Nous, État, nous apportons une garantie. Il n'y aurait pas de prêts participatifs qui sont très avantageux s'il n'y avait pas une garantie de l'État qui peut représenter jusqu'à 6 milliards d'euros de dépenses publiques pour l'État. Donc c'est absolument considérable. C'est un geste financier majeur de l'État en direction des entreprises. C'est un geste financier aussi des épargnants, parce que cet argent, les 20 milliards, pour la plus grande partie,
ça va venir des fonds d'assurance vie qui vont se porter de l'assurance vie vers les entreprises. Mais la sélection, elle sera faite effectivement par les entreprises financières pour éviter, comme vous l'avez très bien dit, une zombification, c'est-à-dire continuer à soutenir éternellement des entreprises qui n'auraient pas la faculté à se projeter dans l'avenir. Vous dites qu'on est à un tournant dans cette crise sur le plan économique. Est-ce que vous redoutez honnêtement ce moment qui arrive là, qu'on appelle un peu communément le retrait de la perfusion, parce qu'elles sont sous perfusion, nos entreprises? Non, ce n'est pas un moment que je redoute parce qu'on y fait attention. Et ce que nous avons essayé de faire depuis le début de la crise, avec le Premier ministre, avec le Président, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Là, je vois certains qui me disent « Pourquoi donner de l'argent aux entreprises pour investir maintenant ?» Parce que c'est maintenant que la relance se joue. Si on veut avoir, à partir de l'été, de la rentrée, de la croissance qui redémarre, des emplois qui sont créés, de nouvelles usines qui ouvrent, c'est maintenant qu'il faut investir. Donc je tiens à avoir toujours un temps d'avance dans cette crise. Et je pense que grâce à ces prêts participatifs, à ces 20 milliards d'euros, nous garderons un temps d'avance dans la crise. Et quand votre collègue Olivier Dussopt, qui est en charge des comptes publics, redit, comme il l'a fait, je crois, hier, dans les Échos, si je ne me trompe pas, qu'il faut qu'il y ait une fin au quoi qu'il en coûte, dès que possible. Alors, il a raison que le quoi qu'il en coûte, à un moment donné, prendra fin. Simplement, nous ne retirerons les aides aux entreprises qui sont les plus touchées par la crise que progressivement et au moment où la crise sanitaire sera derrière nous. Je vais être très concret. Les restaurateurs sont parmi les principaux bénéficiaires des aides du Fonds de solidarité. Pour retirer les aides du Fonds de solidarité, il faut d'abord que les restaurants puissent rouvrir, et pas uniquement les terrasses, qu'ils puissent rouvrir complètement, et puis que progressivement on retire les aides. Mais on n'a pas pendant un an dépenser autant d'argent pour sauver nos entreprises, en particulier dans le domaine industriel ou dans le secteur de la restauration et de la culture, pour les retirer brutalement. Et nous partageons évidemment avec Olivier Dussopt exactement la même appréciation. Il faudra, le moment venu, rétablir les finances publiques. Il faudra, le moment venu, retirer ces aides et ces perfusions, mais progressivement. Je ne veux aucune brutalité dans la gestion de cette crise. Je pense que la brutalité serait une erreur politique majeure. C'est un temps qui est difficile, l'État a répondu présent et on doit basculer progressivement de cette protection vers la relance en protégeant ceux qui méritent d'être protégés. Et alors, à l'inverse, il y a ceux comme François Bayrou qui disent qu'il faut relancer plus. Vous lui avez dit non ou vous lui dites pas tout de suite? Non, je dis plutôt, votre question, c'est exactement la bonne question, c'est plutôt pas tout de suite. On verra si c'est nécessaire. Moi, je ne ferme aucune porte dans une crise, bien malin qui peut dire où on en sera dans 3 mois ou dans 6 mois. Je pense qu'il faut de l'humilité et de la prudence, et être capable de laisser des portes ouvertes. Simplement, au moment où je vous parle, les défis que j'ai sont très simples. Continuer à protéger les secteurs qui restent fermés, nous le ferons. Et relancer l'activité économique en dépensant les 100 milliards. Et je vais peut-être vous surprendre, mais c'est très compliqué de bien dépenser les 100 milliards. Parce qu'il faut trouver les projets. Demain, je vais dans l'Allier, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Ligier, elle va ouvrir une nouvelle ligne de production. On va mettre de l'argent public, mais il faut trouver dans tous les départements français l'entreprise qui a besoin de 500 000 euros, d'1 million, d'1,5 million. Il faut instruire le dossier, il faut s'assurer que ça correspond vraiment à un investissement, qu'il y a des emplois qui sont derrière. Ensuite, il faut attribuer l'aide. Donc, vous voyez, pour chaque million d'euros qui est dépensé, ça demande de l'instruction, du temps et beaucoup d'engagement de la part des élus locaux qui travaillent avec nous, des services de l'État et évidemment des entrepreneurs. Donc, pour le moment, mon souci primordial, c'est de décaisser rapidement les 100 milliards. On en est à 26 milliards très exactement. Je vise au minimum 40 milliards d'euros de dépensés du plan de relance d'ici la fin de l'année 2021. Et si on peut faire mieux, tant mieux. Si à un moment donné, on voit dans le courant de cette relance qu'il y a tel projet ou tel autre projet qui manque vraiment de fonds et qui a besoin de réalimenter, nous ferons le point et nous prendrons les décisions nécessaires avec le Premier ministre et le Président de la République. Mais plutôt que d'annoncer systématiquement des sommes spectaculaires... Donc vous n'excluez pas? Moi, je n'exclus rien à partir du moment où nous faisons les choses dans le bon ordre. Nous avons protégé, nous relançons, nous décaissons les 100 milliards. On verra si, à un moment donné, il manque de l'argent sur un projet ou sur un autre. Nous n'y sommes pas du tout aujourd'hui. Il y a tout l'argent nécessaire pour tous les projets, le soutien aux jeunes, la transition écologique, la rénovation énergétique des bâtiments, le soutien à l'industrie. Et si dans les mois qui viennent, on s'aperçoit que tout ça a été décaissé et qu'il manque des euros, nous ferons le point. Mais je le redis, le défi, c'est d'abord de décaisser rapidement. Bon, alors tout ça m'amène
au sujet qui fâche, qui est un sujet éminemment politique, mais vous êtes un ministre éminemment politique, donc ça tombe bien, on ne perd pas de temps. C'est le débat du moment en France, ça sera en Europe, celui de la dette, évidemment, vous m'avez vu venir. Ça sera le débat de la présidentielle, sans doute. Certains veulent l'annuler, vous le savez. Sur le principe du remboursement de cette dette, on a bien compris que pour vous, il n'y avait pas de débat, c'est une question de crédibilité. Vous avez d'ailleurs peut-être noté que Marine Le Pen vous rejoint désormais sur ce sujet, une crédibilité pour la France, bien sûr. Oui, encore faudrait-il que Marine Le Pen nous explique comment elle va rembourser la dette. D'abord, je vois cette conversion subite du Rassemblement national à l'idée de l'orthodoxie en matière de remboursement de la dette. Simplement, ce n'est pas le principe du remboursement de la dette qui pose problème, c'est un faux débat. Tout le monde, dans son fort intérieur, sait qu'un grand État comme la France doit honorer sa signature vis-à-vis de ses créanciers. Il y a des économistes qui le contestent, manifestement. Oui, mais je pense que c'est vraiment le faux débat pour s'empêcher de poser les vraies questions. Et les deux vraies questions beaucoup plus difficiles et sur lesquelles nous avons pris position avec le président de la République et l'ensemble du gouvernement, et sur lesquelles les autres formations n'ont pas pris position, c'est comment vous remboursez, et surtout, comment est-ce que vous maîtrisez la dépense publique en France. Ça, croyez-moi, la maîtrise de la dépense publique et les modalités de remboursement de la dette, c'est des questions autrement plus épineuses que de proclamer qu'on va rembourser sa dette. Donc, justement, votre plan, c'est on la cantonne, la dette, c'est-à-dire la dette du Covid, on la met à part, et deux, on fait des économies, des réformes structurelles. Nous sommes extrêmement clairs, cohérents dans la stratégie que j'ai présentée depuis le début de la semaine aux sénateurs et aux députés sur les modalités du remboursement de la dette. D'abord, je le redis avec beaucoup de gravité, oui, la France remboursera sa dette publique. Il en va de la crédibilité de la nation française vis-à-vis des investisseurs. Deux, nous refusons catégoriquement la solution de facilité qui a été employée par toutes les majorités précédentes, qui est d'augmenter les impôts. Tant que je serai ministre des Finances, nous n'augmenterons pas les impôts sur les ménages ou sur les entreprises dans notre pays. Quand on a le niveau d'imposition le plus élevé de tous les pays développés, on n'augmente pas les impôts, on fait ce que nous avons fait, baisser massivement les impôts des ménages et des entreprises. Ensuite, pour nous, les trois piliers du remboursement de la dette, c'est d'abord la croissance, d'où l'accélération du plan de relance. Sans croissance, vous ne pouvez jamais rembourser votre dette. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise des finances publiques. Et j'ai fait une proposition qui est une proposition forte et radicale. Avoir un engagement pluriannuel sur les dépenses publiques. Ce pluriannuel, pour moi, ça pourrait être, par exemple, de l'ordre de 5 ans. C'est-à-dire que pour la première fois, la France s'engagerait sur un montant de dépenses sur 5 ans auquel elle se tiendrait. Pour moi, c'est la garantie que, enfin, la France tiendra ses objectifs en matière de dépenses publiques. Et après, le débat politique portera sur quelles dépenses d'investissement prioritaires, quelles autres nous paraît nécessaire, mais au moins le débat portera sur le comment plutôt que sur le montant qui aurait été voté pour 5 ans. Et enfin, la troisième modalité, le troisième pilier du remboursement de cette dette, c'est les réformes de structure. Il faut qu'on soit très clair avec les Français. Nous avons engagé, grâce à la ministre du Travail, une réforme ambitieuse de l'assurance chômage. Un petit peu édulcorée, donc il y aura moins d'économies. Oui, mais parce que nous tenons compte, je pense que c'est normal d'avoir une réforme qui soit plus souple et plus modérée quand on a un niveau de chômage qui a augmenté à cause de la crise. Et puis, il y aura, le moment venu, une réforme des retraites pour que la France rattrape le retard qui est le sien en matière de volume global de travail tout au long de la vie. Alors, nous sommes le pays développé. Il y en a une, mais nous, on n'est pas au courant. Elle arrive quand, la réforme des retraites? Ça, c'est le président de la République et lui seul qui décidera. Mais je crois que mais dans tous ce les quinquennat, Français, c'est possible dans ce quinquennat? Mais je pense qu'il est parfaitement possible, dans ce quinquennat, de prendre des mesures qui permettent d'améliorer la situation financière des retraites. Alors on me dit, mais ce n'est pas le sujet, les finances des retraites. Ben, si, c'est le sujet, pardon. Si on veut tous avoir une retraite, si nous voulons garantir à nos enfants et aux petits-enfants un système de retraite par répartition qui est plus juste, ben, il faut le financer. C'est trop facile de dire, ce n'est pas la question, c'est une question accessoire. Ce n'est pas uniquement parce que je suis ministre des Finances, c'est aussi comme citoyen que je dis que si nous tenons à notre système de retraite par répartition, si nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants aient ce système de retraite par répartition, oui, il faut assurer l'équilibre financier de ce système. Vous vous souvenez du monde qu'il y avait dans la rue il y a 1 an contre cette réforme? Vous imaginez qu'aujourd'hui, politiquement, on puisse la défendre? Ce ne sera pas à moi d'apprécier. Moi, je dis simplement, dans les responsabilités qui sont les miennes,
si nous voulons garder un système de retraite par répartition qui permet d'avoir de la solidarité entre les générations, si nous voulons garantir le niveau de vie de nos enfants et que nos enfants aient le même niveau de vie que celui que nous avons eu, et qu'il n'y ait pas de déclassement français, mais au contraire une prospérité française, des Français qui vivent mieux, avec une protection sociale toujours aussi forte, un système de soins efficace. Dans ce cas-là, il faut être capable de travailler plus longtemps, de faire en sorte que les personnes qui ont plus de 50 ans puissent être incitées à rester au travail, que les jeunes puissent rentrer plus facilement sur le marché du travail. Tout ça en tenant compte, évidemment, je veux être très clair là-dessus, des différences qu'il peut y avoir de pénibilité au travail. Vous avez encore des différences d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier du BTP, par exemple, ou d'un ouvrier de l'agroalimentaire, qui sont très importantes. C'est injuste. Donc il faut corriger aussi ces injustices. Mais tout en corrigeant ces injustices, notamment sur la pénibilité du travail, notre horizon doit être de repousser le moment où on part à la retraite pour que collectivement on puisse travailler tous davantage. D'accord, donc c'est la mère des réformes structurelles. On reviendra aux règles budgétaires européennes tout à l'heure, mais je voulais vous parler de cette idée qui monte de taxer l'épargne des Français, parce qu'il y en a eu beaucoup plus pendant la crise. On estime qu'il y a eu 110 à 120 milliards d'euros de surplus en 2020, et je crois que ce n'est pas fini, ça pourrait augmenter encore beaucoup. Alors après tout, pourquoi pas prendre un peu de cet argent pour l'injecter dans l'économie? C'est ça l'idée que vous avez? C'est non, je le dis très clairement. Nous excluons totalement et définitivement toute taxation de l'épargne des Français. Alors, je vois bien, certains me disent, mais on va taxer uniquement les plus riches. Mais vous connaissez cette mécanique infernale de la taxation des plus riches, où on s'aperçoit que finalement ça ne suffit pas, que les plus riches vont devenir un peu moins riches, que les un peu moins riches vont devenir des classes moyennes, et qu'au bout du compte, on a taxé les classes moyennes françaises. Ça commence toujours comme ça. On taxe les plus riches, on s'aperçoit que la recette n'est pas suffisante, on modifie les taux et on arrive aux classes moyennes qui, évidemment, en termes de volume et donc de recettes financières, représentent davantage. Comme je ne veux pas rentrer dans cette mécanique infernale de la taxation, je la bloque tout de suite. Et je dis, nous ne taxerons pas l'épargne des Français. En revanche, que nous incitions cette épargne à aller vers l'économie, vers les PME, vers le financement de notre économie, oui. Mais taxer, non. Alors, vous avez quand même dit vous-même que vous réfléchissiez à un autre dispositif donc pour inciter les épargnants à la relance de l'activité économique. C'est ce que vous venez de dire, donc inciter aux dons entre les générations. C'est amusant parce que vous dites à peu près le contraire dans votre livre. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Vous avez écrit qu'il faudrait débattre à l'avenir sur la transmission des patrimoines. Vous dites comment réduire sérieusement les inégalités si les patrimoines de départ, culturels ou financiers, sont aussi disproportionnés entre les plus riches et les plus pauvres. Donc vous pensez que peut-être augmenter au contraire la fiscalité des transmissions serait une bonne idée pour réduire les inégalités? Non, il y a un sujet stratégique de long terme, qui est un débat que j'ai ouvert dans le livre, mais qui est un débat de très long terme, qui est les écarts de patrimoine dans les pays développés, dans les grands pays occidentaux en particulier. Je pense que c'est un vrai sujet et qui devra être traité en prenant tout le temps nécessaire. On a un deuxième vrai sujet que je souligne dans le livre, qui sont les écarts salariaux excessifs au sein d'une même entreprise. Que dans une même entreprise, entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé, il y ait de 1 à 10, de 1 à 20, de 1 à 30. Nous avons mis en place un indicateur pour avoir de la transparence sur ce salaire médian dans la loi Pacte. C'est déjà beaucoup. Mais dans certaines entreprises, notamment aux États-Unis, c'est 1 à 200, 1 à 250, 1 à 350. Comment est-ce que vous voulez que dans une même collectivité humaine, qui est celle d'une entreprise, qui est une collectivité humaine, où des hommes et des femmes travaillent au service de l'objectif social de cette entreprise, vous puissiez maintenir l'unité de cette collectivité quand il y a des écarts salariaux aussi importants? C'est aussi une question qu'on ne va pas traiter dans les 12 mois qui viennent, mais qui mérite d'être posée. En revanche, pour revenir à votre question sur les transmissions, qu'est-ce que je constate? Ceux pour lesquels cette crise a été la plus injuste, la plus dure à vivre, c'est les jeunes. C'est pour eux que ça a été le plus dur. Tout simplement parce qu'ils sont privés de ce qu'est la vie normale d'un jeune de 18 ou 20 ans, sortir, voir ses amis, aller au bar, se rendre tout simplement sur les bancs de son université ou son école pour y entendre ses cours. Zoom, c'est très bien, mais ça ne remplace pas un cours à l'université dans sa salle de cours. Donc, réfléchir à la possibilité pour des parents ou des grands-parents de transmettre encore plus facilement de l'argent à ces générations-là, je trouve que c'est une option qui peut être très intéressante.
sur laquelle je ferai des propositions. Donc on peut évoluer sur ces sujets. Ça tombe bien parce que j'allais vous parler des règles budgétaires justement et la question de l'évolution de la position française, règles budgétaires européennes évidemment. Alors ça tombe bien parce que Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, évoque ce sujet ce matin dans Les Échos. Il dit en clair qu'il faudra qu'elle soit assouplie à la sortie de cette crise, que peut-être la présidence française de l'Union européenne début 2022 sera le bon moment d'en rediscuter. Alors, c'est très délicat comme sujet, notamment avec l'Allemagne, c'est pas un secret. Quelle est tout simplement la position de la France, votre position? Qu'est-ce que vous préconisez sur ce sujet concrètement? Ma position, elle est la même que celle qu'a rappelée de manière très, très claire et très convaincante Clément Beaune ce matin et qui a été rappelée par le président de la République il y a quelques semaines. La pire erreur en politique, c'est de ne pas regarder la réalité en face et de ne pas savoir s'adapter à une réalité qui est changeante. Quand la crise a éclaté, j'aurais pu rester droit dans mes bottes et dire « Attendez, il n'est pas question de dépenser 1 euro, il faut absolument préserver les 3% de déficit, il faut absolument maintenir la dette française et la stabiliser, donc on ne dépense pas d'argent public pour sauver les salariés et les entreprises. » Ça aurait été une erreur stratégique. Nous avons fait exactement l'inverse, nous avons été capables de prendre en considération la réalité dans toute sa brutalité pour mettre de l'argent sur la table massivement, des centaines de milliards d'euros pour protéger l'économie. Est-ce qu'on change de paradigme pour la suite? Mais là, on voit bien qu'on a changé de réalité. Enfin, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas beaucoup d'États membres de la zone euro qui avaient plus de 100% de dette publique. On n'est plus au même point de départ. On ne peut pas faire comme si nous avions devant nous des investissements très importants à faire pour sortir de la crise. Donc, je suggère simplement de partir de la réalité nouvelle dans laquelle tous les pays de la zone euro sont. Cette réalité nouvelle, c'est des niveaux de dette publique très élevés, des écarts importants au sein de la zone euro qui sont dangereux pour l'avenir de la zone euro, entre les niveaux de dette et les niveaux de déficit. Et la troisième réalité dont il faut partir, c'est la nécessité d'accélérer la relance et le décaissement des plans de relance nationaux et européens pour retrouver de la croissance. Voilà les 3 points de départ que je suggère. Des niveaux de dette publique différents, des réalités sur les déficits et les dépenses différentes et la nécessité d'investir massivement dans l'avenir. À partir de là, de cette nouvelle réalité, réfléchissons aux nouvelles règles. Et je ne vous dis pas du tout, il ne faut pas de règles. Je dis simplement, il faut des règles adaptées à cette nouvelle réalité. Assoupli. Donc la France. Mais assoupli, j'aime pas ce terme, je vais vous dire. Si vous dites assoupli, immédiatement, on rentre dans le débat, le Sud laxiste, le Nord vertueux. C'est pas ça la réalité européenne. C'est pas ça du tout. La réalité, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Vous pensez que l'Allemagne ne sera pas aussi réticente qu'on le dit, par exemple? Moi, je constate, quand je regarde les déclarations de mon ami Olaf Scholz, ministre des Finances, qu'il se prononce de manière très ferme en faveur d'une union budgétaire dans la zone euro. Quand j'ai démarré, c'est le mérite d'être ancien dans mon poste. En 2017, que je rendais visite à mon autre ami Wolfgang Schäuble, je ne pouvais même pas prononcer à Berlin le mot d'union budgétaire. C'était tabou. Aujourd'hui, nous avons avancé à Meseberg grâce au président de la République et à la chancelière en 2018. Et maintenant, vous avez le ministre des Finances allemand qui est presque plus disant que le ministre des Finances français sur l'union budgétaire. Donc arrêtons de caricaturer les positions des uns des autres. Je pense que ce n'est pas du tout la réalité. Moi, je suis attaché à la bonne tenue des comptes publics, autant que peut l'être un Allemand ou un Néerlandais, ou autant qu'un Mario Draghi en Italie. Nous sommes tous dans le même bateau, à 19, et l'objectif, c'est pas de nous taper les uns les autres en nous pointant du doigt, lui est vertueux et lui, au contraire, il se comporte mal. L'objectif, c'est de définir ensemble un chemin à 19 et à 27 qui permettra à l'Europe d'être prospère, d'avoir des technologies innovantes et d'être un grand continent économique. Alors, voilà pour l'Europe. J'en viens à un autre sujet, non pas qui fâche, mais qui a passionné nos lecteurs et qui, je crois, intéresse beaucoup de Français, qui vous concerne très personnellement, c'est l'affaire Couche-Tard. Je ne sais pas si on peut parler d'affaires d'ailleurs. L'affaire Carrefour-Couche-Tard, je prends d'ailleurs ma tablette au passage parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus. Je vais vous poser la première, exactement d'ailleurs de la façon dont elle nous a été posée par un de nos lecteurs. En quoi notre souveraineté alimentaire aurait-elle été menacée par l'acquisition de Carrefour par Couche-Tard? Tout simplement parce que les modèles de développement économique ne sont pas les mêmes. Et je suis content d'entrer dans le vif de ce sujet en étant le ministre de l'économie qui a tout de même permis à la France d'être le pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
Donc je trouve parfois surprenant les critiques qui me sont adressées là-dessus. C'est les mêmes qui me reprochaient d'être trop ouvert, qui maintenant me disent... Sur la souveraineté économique, vous dites que vous avez évolué quand même. Vous n'êtes pas le Bruno Le Maire d'il y a quelques années. La souveraineté économique, je l'ai défendue avec Dominique de Villepin en 2005, quand il était Premier ministre et que j'étais son directeur de cabinet. Ça remonte maintenant à 16 ans. Donc j'ai toujours été attaché à ce que la France soit souveraine du point de vue économique. Couche-Tard a un modèle de développement fondé tout à fait respectable et qui réussit remarquablement bien, fondé sur des produits de base qui ne correspondent pas à ce qu'est le modèle économique de grande distribution à la française, notamment Carrefour, qui a créé de remarquables filières en liaison avec les produits agricoles français. Donc la souveraineté française a été menacée au sens où rien ne me garantissait que si Couche-Tard rachetait Carrefour, il maintenait ce lien étroit entre la grande distribution, les magasins Carrefour, et les producteurs de viande, les producteurs de lait, les producteurs de légumes français, dont je rappelle 35% de leurs débouchés, c'est Carrefour. Donc vous imaginez l'enjeu. Moi, j'aurais signé un chèque en blanc comme ça en disant je ne sais pas si on va garder ces filières, mais sur un coup de dé, peut-être que ça va marcher. Je suis un garçon responsable. Donc je ne prends pas de risque sur le dos des agriculteurs français et de la souveraineté alimentaire française. La souveraineté alimentaire, ça veut dire quelque chose. Alors peut-être qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps. Et dans ce cas-là, il aurait fallu avertir le ministre de l'économie et des finances de ces discussions dès le départ. Ça n'a pas été le cas. Deux choses. D'abord, je vais vous poser deux questions, vous allez y répondre à la suite probablement. Vous parlez du modèle de Carrefour. Le modèle de Carrefour, il est en péril, tout le monde le sait. Ils sont menacés par des entreprises comme Amazon. Ils ont besoin d'évoluer. Donc, première question. Deuxièmement, si je répète un peu trivialement ce que vous avez dit, en gros, on a peur d'avoir du bœuf aux hormones dans nos assiettes. Vous avez quand même soutenu... Bœuf aux hormones, on ne l'aura pas parce que nous sommes protégés par les accords internationaux. Mais sur la première question... vous avez soutenu le CETA. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On a quand même l'impression de ne pas être aussi protégés que vous le dites. Et là, pour le coup, il y avait une solution que vous avez bloquée dès le départ. D'abord, la demande de protection, je rebondis sur votre question, la demande de protection de la part des Français, elle est très forte, elle est légitime. Ils sont attachés à un modèle de consommation et d'alimentation que je défends depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis Vous avez fait de la politique. Vous avez fait de la politique. Je dis pas ça d'un. Non. Parfois, il m'arrive de façon péjorative, mais la politique n'est pas péjorative du tout. C'est un très bel engagement, mais en l'espèce, je n'ai pas fait de politique. Et je veux que les choses soient très claires. J'ai défendu les intérêts d'un modèle agricole et alimentaire français auquel, depuis que je suis ministre de l'Agriculture, c'est-à-dire depuis 10 ans quand j'ai été ministre de l'Agriculture, je suis viscéralement attaché. Je suis attaché à ce qu'il y a dans l'assiette des Français. Je suis attaché à ce que dans les magasins, la grande distribution française, comme le fait Leclerc, comme le fait Carrefour, comme le fait Intermarché, qui a une filière de petits producteurs tout à fait exceptionnelle, on valorise les produits français. Et tant que je serai ministre de l'économie et des finances, je défendrai ce modèle bec et ongle, qui garantit la qualité de la nourriture française dans leur assiette et qui garantit, au moment où il y a le salon de l'agriculture, même s'il est virtuel, il est là, qui garantit aussi une bonne rémunération de nos paysans. C'est très important. Je suis d'accord avec vous. Je suis persuadée que les Français sont sensibles à ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment est-ce qu'on vend Alstom, la branche énergie d'Alstom. Je reviens juste à votre question sur Carrefour, parce que je veux vraiment répondre à toutes ces questions là-dessus, que les investisseurs étrangers n'aient pas d'inquiétude sur les choix que nous avons faits, qui sont des choix responsables, argumentés et pas politiques. Ils sont culturels et économiques. C'est très différent. C'est très différent. Carrefour réussit très bien, ils ont affiché de très bons résultats et j'en félicite le président de Carrefour, Alexandre Bompard. C'est bien la preuve qu'on peut conjuguer évolution du modèle, ce qu'a su remarquablement faire Alexandre Bompard chez Carrefour, et maintien d'un lien étroit avec les filières agricoles françaises. C'est ces garanties-là que nous avons voulu protéger en disant non à cette opération qui était une opération précipitée. Vous n'avez pas fait de politique, donc je retiens. J'ai senti que cette question vous avait un petit peu Non, parce que énervé. c'est important que tous les investisseurs qui nous écoutent, qu'ils viennent d'Asie, des États-Unis ou du Canada, qui est en plus un pays qui est extrêmement proche de nous, sachent que le ministre de l'Économie et des Finances, sur des sujets d'investissement aussi importants, ne prend pas des décisions qui sont dictées par la politique intérieure française. Elles sont dictées par un modèle économique auquel nous sommes attachés. Alors, je reste du coup sur le sujet de la souveraineté. Récemment, la France et l'Italie ont renoncé à la création d'un Airbus de la construction navale. Je reprends l'expression consacrée. En gros, l'idée, c'était de céder le contrôle des chantiers de l'Atlantique à l'italien Fincantieri. Vous avez dit que c'était à cause de la crise économique pour renoncer à ce projet. Ça fait pourtant 4 ans
qu'on y travaille, que vous y travaillez. Est-ce que là, ce n'est pas de la politique non plus? On est à un an de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas… Non, je crois que d'ailleurs, on est tombé d'accord, Italiens et Français. On a fait d'ailleurs une communication conjointe. J'ai personnellement une relation très étroite avec l'Italie et avec le gouvernement italien, encore plus avec le nouveau président du Conseil, Mario Draghi, pour lequel je n'ai jamais caché mon admiration et mon amitié depuis des années et des années. Mais nous avons regardé le marché et nous nous sommes dit, quand on a fait l'opération, les bateaux de croisière avaient le vent en poupe, la croisière se développait massivement et le secteur du tourisme se portait à merveille. 4 ans plus tard, la crise du Covid est passée par là. Les perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Faire une fusion dans ces circonstances-là aurait été extraordinairement difficile. Donc nous avons préféré, d'un commun accord, puisque ça a été fait d'un commun accord, renoncer à cette opération. Ça n'empêche pas de continuer à poursuivre des coopérations exceptionnelles avec l'Italie. J'en cite 3 qui sont très concrètes. Sur les semi-conducteurs, ST Micro, remarquable réussite franco-italienne. Et Dieu sait que sur les semi-conducteurs, on a devant nous un besoin d'indépendance par rapport à Taïwan et par rapport à l'Asie considérable. Travaillons-y avec l'Italie. Deuxième exemple, les lanceurs. Sur les lanceurs spatiaux, j'aurai l'occasion de me rendre à Rome très prochainement. Nous voulons, Allemagne, Italie, France, accélérer les choses dans une coopération étroite entre les 3 pays. Puis un troisième exemple qui peut paraître plus anecdotique, mais pourtant les montants et les enjeux financiers d'emploi sont considérables, c'est les lunettes. Essilor Luxottica, exceptionnelle réussite industrielle. Elle est franco-italienne. Donc moi, le partenariat franco-italien, j'y crois. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu faire Fincantieri qu'on ne fera pas d'autre chose. Qui a bloqué les négociations? Non, pas du tout. En l'espèce, il m'arrive de taper, comme tout bon ministre de l'économie et des finances, de temps en temps sur la Commission européenne. Ça fait partie du jeu. Mais en l'espèce, absolument pas. C'est une décision que nous avons prise avec l'Italie de manière indépendante, parce que nous estimions que les conditions n'étaient plus réunies. On reste dans le domaine du commerce international, si je puis dire. Il y a un accord commercial entre l'UE et la Chine, comme vous le savez, qui fait beaucoup parler. Il y a des députés Renew, enfin des députés de votre tendance, donc, qui se sont exprimés sur le dossier, qui est plutôt porté par Franck Riester, mais vous avez certainement un avis dessus. Ils estiment, en gros, que la Chine ne s'engage pas suffisamment sur le plan des droits de l'homme et du travail obligatoire, du travail forcé, naturellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a été conclu trop vite, cet accord? Je ne pense pas qu'il ait été conclu trop vite. Je pense en revanche qu'il faudra veiller à sa bonne application dans le strict respect de ce qui a été voulu par le président de la République. Et pour être tout à fait concret, ça veut dire que cet accord de partenariat entre 2 grands continents, la Chine qui est évidemment un continent essentiel aujourd'hui, l'Europe qui est aussi un continent essentiel, ces échanges-là ne peuvent pas se faire au détriment de nos convictions sur les droits de l'homme, de nos convictions sur le travail forcé. On a demandé des vérifications, on a demandé des renseignements, des indications, des précisions. On a prévu de pouvoir bloquer les choses si jamais nous n'avions pas satisfaction sur un certain nombre de sujets. Je pense que ces éléments de l'accord entre l'Union européenne et la Chine, qui ont été voulus par le président de la République française, intégrés par le président de la République française, nous devons veiller à leur bonne application. Alors, il nous reste 5 bonnes minutes. Permettez-moi de passer à des sujets très politiques. Vous savez que j'aime bien ça. D'abord, une question d'actualité. Je crois que vous n'avez pas encore réagi sur ce sujet. Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République, condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes. Ça vous choque? Je ne fais aucun commentaire, depuis que je suis responsable politique, sur les décisions de justice. Je n'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Car je crois à la séparation des pouvoirs. Et je crois que cette séparation des pouvoirs est saine en démocratie. Après, j'ai appelé Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française. Chacun connaît les liens que j'ai avec lui, mais notre conversation restera entre lui et moi. J'en conclus que vous êtes un peu comme Gérald Darmanin, c'est-à-dire que vous exprimez votre amitié en prenant soin de dire que vous ne commentez pas. J'ai appelé Nicolas Sarkozy, mais que pour le reste, il me semble essentiel que des responsables politiques, surtout des responsables politiques en fonction, ne commandent pas les décisions de justice. Donc je n'ai aucun commentaire à faire sur cette décision de justice. Entendu. Alors, on a dans cette discussion abordé un certain nombre de sujets qui sont à la fois très économiques et très politiques, et c'est une habitude que vous avez, et avec votre livre écrit récemment, la promotion de votre livre, vous avez beaucoup
assumer être un homme politique à part entière, avec une vision des choses très large qui ne porte pas que sur les dossiers de Bercy. Au bout de 15 ans, on peut peut-être se permettre. Je ne dis pas le contraire. Je pense que quand on a été 3 fois élu député, qu'on a été ministre de l'Agriculture, secrétaire d'État aux Affaires européennes, ministre de l'Économie et des Finances, on attend d'un responsable politique qu'il ne se cantonne pas forcément sur son rayon, qu'il soit capable d'exprimer des convictions, au service d'ailleurs du président de la République et au service du pays. Mais il faut être libre dans la vie. Et plus vous avancez, plus il faut être libre. On voit bien justement qu'il y a un sujet qui vous intéresse, c'est celui des inégalités sociales, on l'a évoqué, et que derrière ça, vous voyez une montée des populismes, peut-être en France. Tout le monde a l'air de se préparer à un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que ça sera le cas, selon vous? Est-ce que ça sera forcément le cas? Est-ce que c'est évitable? Est-ce que les postures adoptées par les personnalités de la majorité ces derniers jours, vous êtes à l'aise avec? Vous savez, il y a 2 façons d'aborder une élection présidentielle. La première, c'est de regarder systématiquement ses adversaires et d'en choisir un et de se focaliser sur son adversaire. C'est ce que font certains qui se focalisent sur le Rassemblement national, sur Marine Le Pen. Y compris à La République en Marche. Et puis, il y a une autre façon d'aborder une élection présidentielle, et c'est la mienne. C'est de défendre des convictions, de montrer que ce que nous avons fait a donné des résultats en matière économique, qu'avec le président de la République, face à une crise qui est la plus importante depuis 1929, nous avons su protéger notre économie et protéger les salariés. De montrer qu'avant cette crise, nous avions les meilleurs résultats économiques qui étaient obtenus depuis des années en France. Croissance forte, chômage en baisse, attractivité pour l'investissement. De montrer surtout, et c'est pour moi le plus important pour une élection, que nous avons une ambition pour le pays, des projets pour le pays. Et dans mon livre « L'Ange et la Bête », j'explique à quel point l'éducation doit être une priorité absolue, il reste beaucoup de choses à faire là-dessus. La transformation de nos institutions vers plus de simplicité, plus d'efficacité, c'est vital. La défense de la culture française, c'est absolument essentiel. Moi, c'est comme ça que je vais aborder cette élection présidentielle. Je souhaite la victoire d'Emmanuel Macron. Je souhaite que nous ayons 10 ans pour transformer en profondeur le pays. Mais je ne vais pas le dire en sautant sur ma chaise tous les 4 matins en disant qu'il faut qu'il soit réélu. Je vais le faire, et encore plus dans les mois qui viennent, en apportant des propositions, des idées, une vision de l'avenir de notre pays au service du président de la République. Question rapide, vous parlez d'éducation, de hauts fonctionnaires, la suppression de l'ENA, vous en rêviez, finalement Emmanuel Macron ne le fait pas? Vous le regrettez? Je pense qu'il faut aller plus loin, oui, je vous le dis avec beaucoup de liberté, il y a des décisions qui ont été prises, elles vont dans le bon sens. Je pense qu'il faut transformer complètement l'État français vers plus d'efficacité. Je crois que l'ENA a fait son temps, je l'ai toujours dit. Je pense qu'il faut passer à d'autres modalités de recrutement des hauts fonctionnaires, pour d'ailleurs que ces fonctions restent attractives pour un jeune Français. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faudra aller plus loin. Ce n'est pas le sujet le plus stratégique du pays, mais il est symbolique, et les symboles, ça compte. Justement, j'ai envie de vous poser une dernière question très politique. Je vais parodier une question qui a été posée récemment à Édouard Philippe, qui est maire du Havre, désormais, à qui on demandait sur RMC s'il préférerait un jour être, s'il avait le choix, président du club de foot du Havre, puisque c'est un fan de foot, ou président de la République. Vous, Bruno Le Maire, alors j'adapte un peu, est-ce que vous préféreriez, si vous aviez le choix, c'est comme le jeu pour les enfants, tu préfères, président de la République ou prix Nobel de littérature dans votre vie? Il fallait choisir. Je crois, là aussi, avec beaucoup de sincérité. Et je vous le dis parce que peut-être que le cap des 50 ans fait que vous voyez les choses différemment. C'est jeune, 50 ans en politique. Oui, c'est plus si jeune que ça, malgré tout. Que la réussite d'une vie ne se juge pas au titre ou aux fonctions que vous avez réussi à obtenir. C'est autre chose. Et je le dis avec beaucoup de sincérité, là en ce moment, j'ai l'impression de réussir quelque chose d'important dans ma vie, parce que je le réussis pour les Français. C'est protéger notre économie et la relancer. Il y a un moment où c'est moins les titres et les fonctions qui vous importent que les résultats, ce que vous avez fait. Et le fait de pouvoir dire aux Français, voilà, j'ai fait le meilleur possible. Voilà la réponse que je vous donnerai. Bon, vous esquivez un petit peu. Non, je n'esquive pas. Je vous parle avec franchise. Merci, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Twitter, sur Facebook ou encore sur LinkedIn, sur notre site, bien sûr aussi. Alors, je retiens surtout ce que vous nous avez répondu sur l'affaire Couche-Tard. C'est un point très vous important. Rejetez l'idée que vous ayez fait de la politique là-dessus. Non, parce que je pense qu'un ministre de l'économie, une fois encore, il est là pour faire de l'économie, créer des emplois,
rendre son pays attractif. Il y aura une suite à cette affaire. On n'a pas fini d'en entendre parler, probablement. Ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait une suite à la modernisation et la transformation du modèle de la grande distribution, comme Alexandre Bompard et d'autres ont commencé à l'engager, parce que je suis persuadé que la grande distribution française a toutes les qualités pour réussir. Il faut arrêter d'avoir peur d'Amazon et se dire on a des forces en nous qu'on va faire valoir. Très bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks, comme on dit en bon français. L'adresse mail, c'est events@politico.eu. Vous pouvez aussi consulter la page Events avec nos futurs événements sur le site de Politico pour vous renseigner. Puis surtout, n'hésitez pas, je vous le redis, à vous inscrire à notre newsletter quotidienne Playbook Paris. C'est gratuit, ça se fait en quelques clics. Vous la recevrez à 7h chaque matin. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre.